Alors, je vous le disais, notre segment aujourd'hui va porter sur, on va dire, un acte rare qui a été fait récemment. Alors, pour vous expliquer très simplement les choses, le Parlement égyptien avait voté une nouvelle loi sur la procédure pénale, les règles donc de la justice pour juger et enquêter. Et le président Sisi a fait quelque chose de rare. Il a refusé de signer la loi et l'a renvoyée au Parlement. Pourquoi? Eh bien parce qu'il estime que certaines règles posent problème. Il a voulu donc que les droits soient respectés pour chaque individu. Et pour nous en parler justement, qui de mieux que le général Ibrahim Chokri, professeur à l'Académie de police et professeur en droit. Bonjour. Bonjour Noah. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Fier d'être avec vous ce matin. Merci. On a le TV. Merci infiniment. Alors, parlez-nous de ce cas rare, justement. Le président Abdel Fattah el-Sisi a renvoyé le texte pour qu'il soit révisé. Pourquoi? Bon, avant de commencer de dire pourquoi ou bien de répondre à vos questions, il faut aussi insister que le président de la République a le droit, selon la constitution égyptienne, avant de ratifier n'importe quelle loi ou avant la promulgation d'une loi, il a le droit de dire oui ou non, c'est-à-dire il a le droit de faire une sorte d'opposition et de rendre de nouveau les textes de la loi, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, ou plutôt ce sont les représentants et les députés, afin de réviser quelques points, parce que le président, en principe, c'est un personnage qui protège tous les droits de tous les Égyptiens. C'est un des rôles présidentiels. Alors le président, lorsqu'il a révisé les textes de ce loi, il a trouvé qu'il y a des points qui ne donnent pas une garantie, disons, aux droits de l'homme ou bien les droits fondamentaux de l'être humain en Égypte. Il a donc appelé à la clarté rédactionnelle. Oui, et il a utilisé aussi son droit constitutionnel dans ce domaine, c'est-à-dire, bien sûr c'est quelque chose de rare qui arrive, mais ce n'est pas interdit du tout, il n'a pas fait quelque chose d'interdit, il a fait quelque chose de son droit, et il a appelé tous les membres, tous les députés de revenir à l'Assemblée afin d'annoncer son opposition à ce loi. Alors, on va prendre point par point, car les objections du président portent sur des points précis, et vous, en tant que spécialiste en droit, vous allez revenir sur ces points. Alors, tout d'abord, il est revenu sur l'inviolabilité du domicile. De quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il? Bon, je voudrais aussi vous dire, pour répondre à vos questions, que nous, on étudie souvent les textes de ce droit. Nous avons notre livre qui étudie en langue française tous ces droits. Nous avons, bien sûr, ce que nous appelons le droit pénal général. Alors, pour répondre à ces questions, il faut savoir, bien sûr, qu'est-ce que c'est le droit pénal général ou quelle est la définition. C'est la branche du droit qui détermine les infractions et les sanctions que la société impose à ceux qui commettent ces infractions. C'est la plus simple définition. Il y a d'autres choses, beaucoup de domaines, définitions juridiques et définitions aussi concernant le droit pénal et les procédures pénales. Tout ça se trouve dans notre livre que nous donnons des cours aux élèves à l'Académie de police et aux officiers de police, en langue française bien sûr. Donc il faut prendre en considération que ce sont des points et des articles très intéressants pour protéger les droits de l'homme et pour protéger le droit de l'être humain, tel que le domicile comme vous venez de citer. Donc nous avons parlé de droit du domicile, vous avez le droit d'être bien sécurisé dans votre domicile et vous avez aussi le droit de ne pas recevoir des personnes qui se présentent comme les représentants de l'État sans mandat. Ou de l'autre. Oui, bien sûr, il doit avoir un mandat, il doit avoir aussi un appel auprès du procureur général ou ses alliés. Donc, tous ce sont des droits fondamentaux afin de protéger la vie quotidienne dans le domicile. Alors, il y a eu une sorte de changement que le président voudrait ajouter à ce point-là. Alors justement, vous avez très justement expliqué le point donc de l'inviolabilité du domicile. Il y a également l'usage de la détention provisoire. Et là, c'est un point qui avait longtemps fait parler des ONG et justement, ils ont salué la décision du président Abdel Fattah el-Sisi d'éclaircir ce point. Donc la détention provisoire, c'est très ancien dans cette loi. Et la loi
âgé de 75 ans maintenant, donc il faudrait changer quelques points. Par exemple, si on fait une décision contre une personne de faire la détention provisoire, donc quelles sont les garanties qui peuvent nous aider à donner le droit à ces personnes, c'est-à-dire la détention pour combien de temps, et qui a le droit d'arrêter cette détention ou non, est-ce qu'il doit de protester, a-t-il le droit de protester donc en combien de jours, et a-t-il le droit aussi d'avoir son avocat avec lui? Il a le droit d'avoir son avocat devant le juge, mais est-ce qu'il a le droit d'avoir un avocat devant les autorités, disons, pas seulement les policiers, mais les autres autorités qui ont le droit de faire l'arrêt de cette personne-là? Donc tous étaient des points, il doit être bien clairci et bien destiné et bien déterminé sur cet article, surtout cet article de la détention. Et la durée doit être déterminée également. La durée, bien sûr, il faut la durée être précise et il ne faut pas augmenter cette durée sauf au permis du procureur général personnellement, mais le président aussi a voulu insister que sur combien de temps on doit avoir recours au procureur général, parce que la loi a décidé qu'une seule fois. Or, il faut faire plusieurs présentations, il faut faire présenter la personne plusieurs fois devant son Excellence, le procureur général, afin de prendre la décision. Est-ce que la personne va continuer en prison ou va être libérée jusqu'au jour du jugement? Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a également appelé à la clarté rédactionnelle. Alors, certaines formulations sont jugées ambiguës du projet de loi et ont été pointées comme susceptibles d'être mal interprétées. Bon, aussi, on présente des points qui intéressent aussi la vie quotidienne des personnes qui sont accusées. Et aussi, on a vu que ces points-là doivent être tellement clairs et doivent être tellement protégés par la loi. Donc, un changement de cet article, c'est pour le bien des personnes qui sont accusées par ces articles. Alors, donc, le président a fait un acte rare pour le bien du droit, le bien de la justice. Vous avez raison, c'est rare. On n'entend pas cette affaire-là plusieurs fois. C'est rare au niveau de la République égyptienne en général, dans notre histoire moderne. Mais ça prouve aussi que le président s'intéresse beaucoup aux libertés fondamentales et il s'intéresse aussi disons, les droits de l'homme, soit international, soit interne. Parce que, vous voyez, Madame Noah, quand on fait un changement sur ce droit-là ou sur ces lois, c'est pour bien présenter la vision des Égyptiens à l'étranger aussi. Parce que le monde autour de nous regarde qu'est-ce qu'on fait de changement de loi. Est-ce que nous avons des lois fondamentaux? Oui ou non. Moi, il y avait un discours ou une sorte de discussion avec quelques collègues de la police française, ils sont des Français, quand j'étais là-bas en France. Et ils ont parlé avec moi que la police française n'aura jamais le droit de faire une attaque contre n'importe quel domicile avant l'aube, c'est-à-dire à 6 heures du matin. Alors, nous avons expliqué une autre position chez nous. On dit, si quelqu'un ou un criminel que nous avons connu déjà qu'il se trouve dans tel domicile ou telle maison, on a le droit, sous l'ordre du procureur général, d'attaquer la maison n'importe quel temps, même si c'est à minuit. Il a dit non, la loi française interdit parce que la protection de la domicile a la priorité à l'attaque contre le criminel. Vous voyez? Donc, les gens autour de nous, par tout le monde, surtout nous parlons en français, donc le monde francophone, ils nous regardent. Qu'est-ce qu'on fait comme changement dans nos articles de droit pareils pour faire la protection des êtres humains? Et enfin, la personne criminelle va recevoir aussi son jugement. Il ne va pas être libéré. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'acte effectué par le président Abdel Fattah el-Sisi est un acte également, un message fort qui dit que les lois ne sont pas des textes divins, c'est-à-dire qu'elles sont susceptibles d'être changées à tout moment pour le bien de l'être humain et son évolution également à travers le temps. Vous avez raison totalement, parce que les lois, c'est un travail par l'être humain, ce n'est pas un travail qui vient du ciel, donc il peut être changé. Vous voyez, il y a un changement qui est autour de nous, je vous parle de 75 ans, un changement dans la vie quotidienne. Par exemple, il y a un autre point dans cette loi-là, concernant comment on dit, les sites d'internet, etc. Donc, il y a aussi des crimes, cybercriminalité, qui se trouvent, et comment être en face de ces crimes. Par exemple, si quelqu'un commet un crime
à l'étranger, mais l'effet de ces crimes arrive jusqu'à l'Égypte. Qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter ces personnes-là et qu'est-ce qu'on doit faire pour garantir la liberté des gens, pour ne pas prendre des innocents comme criminels. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour faire une sorte de coopération internationale avec les autres pays. Donc les accords internationaux dans ce domaine-là nous aident à bien pratiquer ce genre de loi, surtout dans la vie moderne que nous sommes en face maintenant. Alors cet acte est une responsabilité nationale avant tout, mais également régionale, car si mes connaissances sont bien fondées, l'Égypte forme annuellement des officiers africains. Donc aujourd'hui, il est primordial effectivement que nous révisions nos lois pour pouvoir les transmettre. Oui, bien sûr, vous avez raison, nous avions beaucoup des officiers de l'étranger, africains et autres, d'autres pays. Moi, je suis professeur à l'académie, donc je connais bien qu'il y a des officiers de police qui viennent des pays frères et qui tiennent des cours dans tous les domaines, soit les domaines juristes ou policiers chez nous. Ils reçoivent l'éducation ou les informations, donc ils doivent avoir les nouveautés pour les transmettre chez eux dans leur pays. Aussi, par contre, nous avons aussi des experts, des officiers de police qui sont à l'étranger, qui représentent les juristes égyptiens et les policiers égyptiens, qui sont des officiers de police à l'étranger. Il y a aussi des officiers de police qui ont quitté le service de police, qui sont devenus membres des Nations Unies dans le cadre de la police internationale et dans la police au niveau des Nations Unies. Donc tous ce sont des membres qui représentent bien la belle vue des Égyptiens à l'étranger. Nous avons aussi des représentants dans les missions des Nations Unies à l'étranger. Et ces gens-là, ces représentants-là, tant qu'ils travaillent d'une manière juridique, c'est-à-dire ils sont des juristes et des policiers, donc ils représentent les lois de leur vie égyptienne. Nous devons être une bonne vue égyptienne à l'étranger aussi. Alors, Monsieur le Général, vous avez un parcours atypique, un parcours exceptionnel tout au long de votre vie. On sait que la police a pour rôle de faire respecter la loi. Comment, justement, un policier est formé à la loi? Bon, premièrement, à l'Académie de police, on forme les officiers de police dans deux domaines essentiels. C'est le domaine de loi, c'est-à-dire ils sont licenciés en matière de droit, comme toutes les facultés de droit au niveau de l'Égypte, mais aussi ils sont licenciés en matière de police. Donc ils ont deux licences des études. Il y a toutes les étapes concernant soit le droit, soit de la police. La police, si vous parlez de la scène de crime, si vous parlez de l'investigation, si vous parlez d'autres domaines qui sont spécifiques pour les policiers, mais le droit, si vous parlez de droit criminel, de droit international privé, de droit international général, de droit de la finance, etc. Donc c'est pareil comme tous les étudiants aux facultés de droit, aux universités égyptiennes. Aussi, on ne peut pas oublier qu'il y a un bon nombre d'officiers de police qui ont quitté le service de police, qui sont devenus des avocats, ou bien qui sont devenus des juges, aussi qui sont devenus au cabinet de son excellence, le procureur général. Donc ça prouve qu'il y a des officiers de police qui sont bien formés dans le domaine du droit ou de police, qui ont la capacité ou la possibilité de devenir des membres dans des services juristes dans l'État. Et ils ont une bonne position à l'État dans ce domaine. Donc, puisqu'ils sont formés de cette manière, ils connaissent bien comment faire pour protéger les droits de l'homme et les droits fondamentaux, soit au niveau de cette loi que nous sommes en train d'en parler, soit d'autres domaines de droit. Et justement, dans ce cas exceptionnel, lorsque par exemple une loi est ratifiée, comment on initie ou on informe les policiers qui sont sur le terrain et qui ont déjà donc eu leur diplôme? Bon, vous avez deux phases pour répondre à votre question. D'abord, pour les élèves qui sont à l'Académie de police, nous avons donné toujours les nouveautés que nous avons. Moi, je vous ai présenté, ça c'est un livre qui donne les cours de droit en langue française pour les élèves de la 3e promotion. Mais aussi, nous avons des stages de formation pour les officiers de police eux-mêmes. C'est-à-dire, on ne laisse pas le policier à étudier étant un élève seulement. Et quand il quitte l'Académie, il n'a pas de recours chez nous, non.
maintenant, il revient de nouveau pour prendre des stages de formation. Nous avons des stages primaires et des stages aussi de formation moyenne et des stages supérieurs, même pour les grades de colonel ou de généraux, pour être, c'est-à-dire en contact de toutes les nouveautés dans le domaine de la police ou le domaine du droit, mais aussi dans le domaine de la direction ou de la gestion, et la gestion des crises et la gestion de tout, c'est-à-dire toutes les manières de gérer leurs travaux et l'État en général. Vous savez, un officier de police peut être responsable dans n'importe quel gouvernorat, donc il doit avoir la mentalité de bien diriger les régions. Donc on les donne toujours des stages de formation. Le ministère de l'Intérieur donne la possibilité aux officiers de police de faire des études supérieures au niveau de magistrat ou au niveau de doctorat, pas seulement au sein de l'Académie de police, mais aussi à l'extérieur de l'Académie de police. Il se présente et le ministère de l'Intérieur donne son autorisation de faire des études loin du travail, et il peut devenir un doctorat dans pas seulement la police, et pas seulement le droit, mais d'autres domaines. Par exemple, pour les services informatiques, il y a des officiers qui ont reçu des grades de doctorat. Donc vous savez, nous donnons la possibilité de faire des études à l'extérieur dans tous les domaines de la vie, parce que nous connaissons bien que le travail d'un officier de police est un travail en contact quotidien avec la vie quotidienne de l'être humain. C'est notre sa difficulté. Oui, bien sûr. Et nous sommes en face de ça, et c'est notre responsabilité, et c'est notre mission aussi. Alors, vous avez parlé il y a un instant, et vous avez très bien fait de le mentionner, les défis sont devenus nombreux. C'est-à-dire que à l'époque, un simple officier pouvait se charger d'un quartier. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vu la densité de la population et vu les difficultés que rencontrent les populations, ça a beaucoup évolué. Vous avez parlé de cybercriminalité et effectivement, c'est un des sujets de l'heure, on va dire. Aujourd'hui, comment compenser la présence sur le terrain et la présence, on va dire, multimédia à travers l'écran? Bien sûr, nous avons au ministère de l'Intérieur beaucoup de secteurs qui sont nouveaux. Des secteurs dans tous les domaines, quand on contacte qu'il y a des difficultés qui se trouvent au niveau de la vie quotidienne, on prépare tout de suite des services qui doivent être opposés à ce genre de crime. Comme vous avez dit, la cybercriminalité, nous avons un grand secteur qui comment dire, il fait un travail contre lutter ou pour lutter tout ce genre de crimes. Bien sûr, nous avons aussi des départements, des secteurs et des unités dans tous les départements, dans tous les gouvernements, le gouvernorat de l'Égypte, les 27 gouvernorats. Donc, on ne laisse pas tous ces points-là, mais il y a des spécialistes dans ce domaine, il y a des officiers qui ont étudié des stages de formation dans ce domaine, il y a des officiers qui sont spécialisés dans tout genre de crimes modernes. Vous savez bien qu'il y a une grande modernité concernant le genre de crime. Aujourd'hui, c'est différent qu'hier, et aujourd'hui sera différent de lendemain. Donc nous sommes en contact et jour après jour, on fait notre développement dans ce domaine. Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier qui est devenu de plus en plus difficile? Bien sûr, c'est notre mission, et on doit être jour à jour très prêt à être en face de n'importe quel changement de crime. Alors vous avez mentionné tout à l'heure que cette loi était la même depuis, enfin ce texte de loi était le même qu'il y a 75 ans. Bon, et non, je dis qu'on a commencé ce droit-là il y a 75 ans. Il y a eu bien sûr quelques changements, mais ces changements doivent être, c'est-à-dire en contact quotidien avec la vie que nous sommes en face. Donc, toujours on doit faire changement qui sera convenable à ce que nous sommes en face. Est-ce que vous pensez qu'un bon policier peut être également un bon rédacteur de loi? Oui, étant donné qu'il est sur le terrain et qu'il voit l'évolution des événements. Est-ce que vous pensez que c'est un bon rédacteur de loi? Oui, bien sûr, c'est ce qu'il a étudié à l'académie. C'est ce qu'il a appris comme entraînement et formation aussi. Donc, il doit avoir une période au début en contact avec, comment on dit, le genre de crime qui est sur le terrain.
Puis il y aura une sorte de développement de ses capacités, de ses études, et aussi de la formation, même la formation physique. Il y a un développement dans le domaine de la formation physique pour être bien préparé à être en face de toutes les nouveautés. Même, il y a aussi des départements, des secteurs au niveau du ministère de l'Intérieur concernant l'attaque contre les genres de crimes qui n'étaient pas sur place il y a des dizaines d'années. Donc chaque changement, on prépare les officiers, je vais vous ajouter aussi qu'on prépare les sous-officiers aussi. Moi, personnellement, j'ai donné des cours dans les instituts qui forment les sous-officiers de tous leurs grades dans le domaine, par exemple, l'image de la police. J'ai donné plusieurs cours dans ce domaine-là, pas seulement pour les officiers, les sous-officiers. Comment se présenter devant la population, votre image de la police. Et l'image, c'est pour moi, ce que je viens de leur expliquer, c'est l'image interne et externe. Alors il faut bien présenter votre vision externe, c'est-à-dire les tenues policières, comment elles doivent être, les paroles que vous utilisez devant les autres, comment vous devrez parler, et aussi la façon d'agir devant les gens, tout ça c'est externe. Mais interne, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de votre âme, de votre pensée, de votre c'est-à-dire mentalité? Qu'est-ce que vous avez comme réservé à l'intérieur de vous, de votre information, qui peuvent être au niveau du peuple ou des jeunes que vous serez en face. Vous savez maintenant, les jeunes, ils connaissent tant de choses différentes que notre âge. Donc, je parle avec eux de ces points-là. Il faut être à un tel niveau d'être en face de toutes les nouveautés et les difficultés. On ne dit pas ça pour les élèves et les officiers seulement, mais pour les sous-officiers et les civils qui travaillent à l'Académie de police. Moi aussi, j'ai donné des cours à l'Institut des civils, à l'Académie pas à l'Académie de police, au département de l'entraînement, de la formation de la police, pour leur apprendre comment agir devant les autres. Il y a quelques disciplines qu'il faut avoir pour agir. Ces disciplines, ce sont les actes que vous faites devant les autres, mais aussi ce sont les études que vous avez étudiées et les informations que vous avez dans votre mentalité. Alors, que des bonnes informations et riches, que j'espère nos téléspectateurs en prendront connaissance pour mieux comprendre vraiment comment les policiers s'adaptent aux mesures et aux nouvelles lois qui sont promulguées. Une question personnelle, à votre avis, quelles sont les lois où on devrait porter également des modifications d'après votre expérience? Bon, moi je pense aussi qu'il y a le droit administratif, il y aura bien sûr des changements. J'attends que l'Assemblée nationale, la nouvelle Assemblée, à faire des changements dans ce domaine. Parce que concernant l'administration, il faudra faire quelques changements et aussi, je veux dire, développer le système de travail au niveau administratif pour simplifier la vie des Égyptiens devant l'administration. Alors c'est vrai que le gouvernement est entré dans une phase de numérisation des ministères et des manières de faciliter les démarches administratives. Au ministère de l'Intérieur, est-ce que la numérisation également est à l'ordre du jour? Nous sommes la première ministère ou le premier ministère qui fait tout ça. Parce que nous... Les documents officiels? Oui, tout simplement, nous sommes le ministère qui s'occupe de la vie quotidienne de tous les Égyptiens. C'est notre notre nom, c'est ministère de l'Intérieur. Donc, la vie intérieure, c'est notre travail. Nous devons être jour à jour avec toutes les nouveautés. D'ailleurs, la facilité de sortir un acte de naissance ou un acte de mariage se fait à travers vous. Et c'est vrai qu'il y a eu une métamorphose, une transformation radicale. Je ne vous dis pas un secret, ça va être de plus en plus modernisé. Très bien. Alors, une dernière question peut-être avant de nous quitter. Aujourd'hui, quel est le message que vous souhaiterez adresser justement aux Égyptiens face à tous les efforts qu'effectue le ministère de l'Intérieur pour faciliter le quotidien des Égyptiens? C'est tout simplement, je veux dire à tous les Égyptiens, aimez bien votre pays et mettez main dans la main avec les policiers qui sont là pour vous aider. Donc, respecter la loi et ne pas causer de problèmes parce que ces problèmes vont causer des difficultés sur nous, sur notre travail. Donc, nous sommes là pour aider
nos frères, parce que bien sûr, n'importe quelle maison dans la vie égyptienne moderne a à l'intérieur de n'importe quelle famille, bien sûr, a des policiers à l'interne. Soit des officiers, soit des élèves, soit des sous-officiers, soit des civils. Donc nous sommes de l'Égypte et de la population égyptienne. Et la population égyptienne sont nos parents. Monsieur le Général, ça a été un vrai plaisir de vous recevoir ce matin dans notre plateau Bonjour l'Égypte pour parler de cette fameuse loi qui a été renvoyée au Parlement. Je rappelle que vous êtes donc professeur à l'Académie de police et professeur de droit. Merci infiniment. Merci beaucoup, fier et ravi d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci de votre fidélité et excellent suite de programme.